On y va. Moi, je suis professeur d'université. Normalement, je devrais avoir le droit d'entrée. J'étais inscrit. J'ai été désinscrit hier d'office. Nous voulons seulement un dialogue. Il nous a été refusé. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez bien me laisser rentrer ou pas? Non. Voilà. Très bien. Très bien. Alors, nous allons être obligés de faire les interventions que nous avions préparées. On va les faire ici, tranquillement. Hein? Voilà. Nous sommes des gens pacifiques qui voulons le dialogue. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Au revoir. Bonne journée. C'est la question d'un diagnostic d'une fausse maladie. Une fausse maladie qui est susceptible de mettre dans le même sac aussi bien des enfants souffrant de problèmes graves, par exemple la psychose, que des problèmes absolument banaux et normaux d'adaptation des enfants. Voilà. Donc c'est contre le diagnostic que nous sommes et nous l'avons répété et dit souvent. Nous sommes avec les associations de parents qui, d'une certaine façon, je ne veux pas dire qu'elles servent de bouclier, mais elles servent en tout cas de faire valoir pour les tenants de ce diagnostic de TDAH qui a comme conséquence de médicamentaliser énormément d'enfants qui n'en ont aucun besoin. Ce dont les enfants ont besoin, c'est d'être entendus. Voilà, c'est le premier point. Ensuite, nous avons demandé plusieurs fois un échange pluridisciplinaire. Il nous a été refusé et donc un certain nombre d'entre nous ont été exclus. Voilà, je suis moi-même un enfant qui aurait été susceptible d'avoir le diagnostic TDAH. Et c'est en quoi cette cause des enfants me semble vraiment incontournable aujourd'hui. Nous sommes partis vraiment peu nombreux, très peu nombreux, et tout de suite nous avons eu beaucoup d'échos, et je pense que cela va continuer. Alors, est-ce que c'est nouveau, le TDAH ou TDAH plutôt? Est-ce que c'est vraiment une catégorie si nouvelle que ça? Oui, oui et non. Il faut quand même se souvenir de ça, que dès 1907, je le dis pour vous qui êtes un psychologue averti, le dénommé Binet disait « Ils ont le caractère irritable, comme nous. Le corps toujours en mouvement, comme nous. Ils sont réfractaires à la discipline ordinaire, comme nous. Ils sont turbulents, bavards, incapables d'attention, comme nous. Ils témoignent de méchanceté vis-à-vis du maître, comme nous. Le principal ressort de l'instable, c'est la gamme des penchants égoïstes. » 1907, c'est pas nous. 1907, Binet invente la catégorie d'instable. C'est une catégorie qui est essentiellement, évidemment, dirigée, utilisée pour le tri des enfants, et essentiellement à ce moment-là, le tri des enfants des classes populaires. Nous venons aussi poser un acte pharmaco-industrio-thérapeutique. Alors qu'il n'y a pas de méprise, nous sommes là bien pour représenter l'industrie pharmaceutique. Et nous sommes très contents que vous nous avez donné la parole parce que les événements comme celui-là, et notamment l'action, contre-action que vous faites ici, attirent l'attention du public sur ces difficultés et c'est là où nous allons pouvoir se faire remarquer. Voilà. Parce qu'en effet, notre médicament, la tyraline, vous avez pu voir ici, la tyraline, c'est un médicament qui permet d'effacer les tumultes de l'enfance. Donc c'est comme ça que nous pensons que pour vous, les professionnels, c'est très bienvenu et certainement aussi pour les parents qui sont présents à ce meeting colloque. Je dois dire, la première chose que je voudrais souligner, c'est le fait qu'il n'y ait pas pu y avoir accès pour les personnes qui se sont inscrites à cet amphithéâtre, ce qui est une façon de censurer un débat que j'aurais souhaité, puisque la responsable de cette association, nous l'avions invitée à l'association de l'Académie internationale, à l'EPHEP et à l'EPEP, pour discuter de son point de vue sur la question du TDAH.
Deuxième chose qui me paraît importante à souligner, c'est que, au fond, actuellement, on s'aperçoit que la question du TDAH est assez paradigmatique de l'évolution de la clinique et que malheureusement, l'évolution est plutôt vers une toute biologie, alors que, en tant que psychanalyste, je peux entendre une pluralité des points de vue, une pluralité d'approches, tout en privilégiant évidemment l'apprendre de la psychanalyse. Et il me semble que ça, c'est tout à fait dommageable. Par ailleurs, en tant que médecin directeur de CMPP, je voudrais souligner que les psychanalystes ne sont pas simplement dans leur cabinet, réfléchissant à l'évolution du monde, à la façon dont la clinique évolue, qui a aussi un impact important au niveau de nos actions, de la façon dont on peut être citoyen, mais aussi de la façon dont on peut entendre analytiquement les problèmes de la clinique et la façon dont on travaille dans une institution. Je suis arrivée en avance et j'ai discuté avec une maman. Je me suis assise à côté d'elle pour lui demander comment se passait le colloque, le nombre de personnes qu'il y avait, de quoi il parlait. Elle m'a tendu un programme et surtout elle m'a dit qu'il y avait 2 de ses enfants, évidemment, qui étaient suivis pour hyperactivité avec des problématiques associées comme l'anorexie entre autres. Et elle m'expliquait son désarroi en disant que son seul recours et le seul discours qu'elle pouvait entendre, enfin qu'on lui proposait du moins, c'était un recours aux médicaments et que cela la rassurait. Alors elle me dit, la psy a pris trop de pouvoir, a donné trop de pouvoir à Freud et à Lacan. Alors je lui dis pourquoi? Elle me dit parce que nous, quand on est dans des situations extrêmes où on ne peut plus dormir, où nos enfants font des tentatives de suicide à 8 ans, eh bien on ne sait plus quoi faire et on se tourne vers des médicaments. Et je lui dis, mais vous êtes réfractaire à un accompagnement thérapeutique, à une écoute? Elle me dit, pas du tout. On a besoin d'être entendu, on a besoin d'être écouté. Mais on ne sait pas à qui s'adresser. Et on n'est pas orienté. Et il y a un grand fossé qui se crée. Et je pense que si on doit réfléchir, c'est à partir déjà de cela. Un grand fossé qui se crée entre une souffrance réelle et remettre la question de la souffrance et donc du patient. Commencer notre discours à partir de là. Cette souffrance-là, les gens ne savent plus à qui l'adresser. On est dans des querelles de spécialistes, où chaque spécialiste se renvoie la problématique et surtout veut avoir raison. Et les patients, parce que c'est de ça dont on parle, ne savent plus à qui vers qui se tourner. La souffrance, elle est constante, elle ne change pas. Il y a 2 choses. Il y a une chose qui concerne le fait de se remettre en question. Et peut-être aussi d'avoir une approche différente vis-à-vis de ces demandes. De plus en plus, les enfants sont mis sous Ritaline ou autres, mais les neuroleptiques aussi, de plus en plus jeunes. Donc, avant 6 ans, avant l'autorisation de mise sur le marché, par des confrères qui pensent vraiment faire le bien de leurs patients, dans une vision très organiciste. Or, on sait très bien qu'avant 6 ans, aussi, quand le cerveau est en plein bouleversement, on n'a aucune étude, je me suis renseignée, il n'y a aucune étude qui a été faite sur les effets à long terme, notamment de la Ritaline. Aucune étude sérieuse. Là, mes confrères, mes consoeurs avec qui j'entretiens les rapports, rappelons-le, eux n'hésitent pas à jouer les apprentis sorciers en mettant de la Ritaline à des enfants de 3-4 ans. De notre civilisation actuelle, qui est non seulement une ère d'hyperactifs, c'est vrai, mais aussi une ère de scandale sanitaire. Alors je crois qu'actuellement, c'est la mode. On peut peut-être essayer d'en profiter pour lancer un scandale sanitaire. Parce qu'il y a le lévothyrox, avant il y a eu les traitements pour le cœur, il y a tout ça. Et les usagers, puisque c'est le terme consacré, ils sont très efficaces dans cette affaire, pour lancer des scandales sanitaires. Alors on pourrait dire, il y a le lévothyrox, on pourrait dire le lévothyraline ou la lévoritaline. On pourrait faire un truc comme ça. Alors, je crois que le paradoxe en plus que je voulais vraiment souligner, c'est qu'on est en train, à tous les niveaux européens, etc., internationaux, à lutter contre la drogue. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de créer des drogués futurs. C'est très bien dit dans l'article de Charlie Hebdo. C'est vraiment... Ça peut faire mouche, je peux vous dire. C'est vrai, on est en train de droguer les enfants. C'est une amphétamine, la Ritaline. Bon, voilà. Ce qui se passe, c'est paradigmatique d'un énorme mouvement de perversion qui traverse la société, avec un rejet systématique de la dimension de l'humain. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, en se faisant éjecter d'un amphithéâtre, on est des vieux, j'ai pratiquement 60 ans, ça devrait nous interpeller sur notre avenir, la façon dont on a été traité avec les autismes, et là ce qui commence, voilà.
Moi j'ai travaillé avec des adolescents, beaucoup à Toulouse dans une clinique pour adolescents, la clinique Marigny. Effectivement, les prescriptions vont largement nu, sans plus de résultats cliniques, avec ou sans traitement quand même aussi, il faut le dire. Voilà. Et la pression est grande effectivement sur les familles et avec un grand formatage des enseignants. Je crois que l'action est importante à éveiller les consciences des enseignants. Sinon ils sont formatés. Il y avait un père qui disait « Ouh, moi j'ai peur qu'à l'école on classifie mon enfant d'hyperactif et pof, on va le mettre sous médicaments, ce qui se passe déjà aux États-Unis. Hein, voilà. » Je voulais témoigner de quelque chose qui me paraît important. J'ai exercé longtemps en Seine-Saint-Denis à la protection judiciaire de la jeunesse, qui travaille avec les juges pour enfants. Je voulais vous dire que tout ce que vous dites, ce sont des choses que nous avons toujours connues parce que l'enfance irrégulière, y compris très jeune, vous le savez, ça nous a concernés très très tôt. Et je ne peux pas terminer là ce qu'on se dit sans dire que dans ma pratique, c'est parce que nous n'avions plus de postes, nous n'avions les CMP autour de nous, les CMPP autour de nous avec les listes d'attente comme nous, pour recevoir effectivement des enfants très jeunes. Hein. Maintenant, ils sont dirigés à 7, 8, 9 ans et c'est les écoles qui les signalent évidemment. Je veux dire, nous les envoie et ils attendent dans nos services pendant des mois et en CMP ou en CMPP, c'est absolument catastrophique. Alors d'accord, le 93 est un département très en souffrance, on le sait, hein, n'est-ce pas Serge, avec Villévrard, mais néanmoins, cette attente-là fait que du coup, la solution de facilité par des directeurs d'école aussi, et ça j'en témoigne, parce que moi aussi je suis allée à la rencontre à la demande des institutrices, des professeurs, même psychologues cliniciennes, c'était très important pour moi de travailler aussi avec ces enseignants, c'était de les diriger vers Robert Debré, notamment qui est à 2 pas de chez nous, donc vous le savez. Ouais, elle me dit Sandra, parle moins vite. Robert Debré, effectivement, où la seule réponse était effectivement la médicamentation. Donc toute l'évaluation que nous-mêmes nous pouvions faire, que nous aurions pu faire de manière conjointe avec les CMP, avec Villévrard, puisque ça m'est arrivé de travailler avec évidemment toute l'équipe de l'enfance, c'est quelque chose qui aussi est impacté par la suppression de tout ce qu'on a dans nos services publics, des postes, des budgets et des financements. Et ça concerne directement ces enfants-là, parce que les réponses ne sont plus justement multiples et diversifiées. J'ai pensé une petite courte chanson, ça fait longtemps que je n'ai pas chanté en public. Voilà. D'abord, ce qui m'est venu, c'est un slogan, je me suis dit on va peut-être être 500, dans ce cas-là on va faire une manif, avec comme par exemple TDAH, c'est vache, la Ritaline me mine. Voilà, c'était un début. Ça suffit. Voilà. Hein, alors, bon, moi c'est une chanson, c'est sur l'air d'une chanson d'enfance que ça m'est revenu, que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle « On s'est rencontrés simplement ». Vous connaissez cette chanson? Oui, pour ceux qui ont un peu le même âge que moi. Vous pouvez les chanter avec. Voilà. Je vais essayer de chanter, mais je chante faux. C'est juste pour conclure sur une note musicale, poétique, comme le font les enfants, puisque le plus court des haïkus, le plus court des poèmes universels, c'est maman et papa. Ça rime. Voilà. C'est l'engagement dans la parole que nous avons à entendre. J'essaye de chanter. Hein. Moi qui ne suis qu'un enfant, écoutez-moi donc quand je parle tout bas. Ne me droguez pas, car le loup restera, et un jour ou l'autre, oui, il me mangera. Caché sous la Ritaline, longtemps il attendra, tant que tu oublieras cette enfance qui pleure au fond de toi. Oh.